Allons nous battre. Vous n'êtes plus à l'école. Vous êtes des X-Men. Les blanches sont les humains. Et voici les mutants. Ce phénomène est la division cellulaire, appelée mitose. La mitose concerne toutes les cellules non reproductrices qui ont un noyau. La mitose se déroule en plusieurs phases. Elle commence après la duplication de l'ADN, autrement dit la copie des chromosomes, leur dédoublement, et elle se terminera avec la séparation en deux cellules identiques. La duplication des chromosomes prépare la mitose. Il fallait donc représenter le même nombre de chromosomes, mais chacun en forme de croix. Ici, nous voyons le schéma de l'étape suivante, et voilà le récapitulatif à partir de la cellule imaginaire citée en exemple. Certains pensent que le premier mutant est né voici plusieurs milliers d'années. L'étape finale est la séparation des chromosomes en simples filaments, chaque cellule obtenue recevant exactement le même nombre et étant donc identique à celle de départ.
Fini les fausses divinités. Maintenant, je suis là. La bonne réponse était la réponse C. Un gène est une portion de chromosome qui détermine un caractère héréditaire. Un allèle est une version possible d'un gène. Que vous croyez savoir. Considérons deux gènes différents portés par la même paire de chromosomes, le gène G et le gène H. Le gène G se situe sur la partie inférieure du chromosome, alors que le gène H est sur la partie supérieure. Il existe deux allèles pour chacun de ces gènes. G1 et G2 sont les allèles du gène G. H1 et H2 seront ceux du gène H. Le schéma ci-dessous présente trois possibilités de représentation de cette paire de chromosomes. Quelle représentation est correcte ? L'énoncé nous indique que le gène H se situe en haut, alors que le gène G se situe en bas. Nous pouvons donc déjà exclure la possibilité 1. Entre les deux chromosomes d'une même paire, les allèles d'un même gène sont alignés. On peut donc exclure la possibilité 2. La bonne réponse était la représentation numéro 3. Les plus forts. Nos globules rouges, appelés également hématies, portent des molécules particulières à leur surface. Notre groupe sanguin dépend des molécules présentes sur les membranes. Ainsi, pour simplifier, quelqu'un qui aura des molécules A sur ses globules rouges sera du groupe sanguin A. Une personne n'ayant que des molécules B sera de groupe sanguin B. Un individu ayant des molécules A et des molécules B à la surface de ses globules rouges sera du groupe sanguin AB. Les personnes de groupe O n'ont ni molécule A ni molécule B à la surface de leurs hématies.
En travaux pratiques en classe, nous avons compris que déterminer le groupe sanguin d'un individu revenait à identifier les molécules présentes à la surface. Ces molécules sont également appelées marqueurs ou antigènes. Il s'agit des molécules A et des molécules B. Cette identification est possible grâce à l'existence d'autres molécules en forme de Y capables de reconnaître spécifiquement ces molécules A ou B et de s'y fixer. Ces molécules en forme de Y sont appelées des anticorps. Ils provoquent la coagulation ou agglutination des globules rouges lorsqu'ils reconnaissent le marqueur dont ils ont la forme. Les anticorps anti-A et anti-B n'entraînent aucune coagulation chez l'individu numéro 1. Il n'a donc pas de molécule A ni de molécule B à la surface de ces globules rouges. Il est donc du groupe O. Pour le sang de l'individu numéro 2, seuls les anticorps anti-A provoquent une coagulation des globules rouges. Ils présentent donc des molécules A, mais pas de molécules B. L'individu numéro 2 est donc de groupe A. Les molécules que nous aurons sur nos globules rouges dépendent de l'information génétique communiquée par le binôme d'allèles de notre gène groupe sanguin. Ce gène est en 2 exemplaires, puisqu'il se situe sur la paire de chromosomes numéro 9. Une personne de groupe sanguin A va fabriquer des molécules A à la surface de ses hématies. Cette personne doit donc avoir l'information génétique correspondante. Autrement dit, il est possible qu'elle ait 2 allèles A. Si un individu a 2 allèles B, ceci entraînera la fabrication de molécules B. Cette personne sera donc du groupe sanguin B. Pour être du groupe AB, il faut avoir l'information génétique permettant la fabrication de molécules A d'une part et de molécules B d'autre part. Les individus de groupe AB ont donc forcément un allèle A ainsi qu'un allèle B. L'allèle O n'entraîne pas de fabrication de molécules A, ni de fabrication de molécules B. Donc, pour être de groupe sanguin O, il est nécessaire d'avoir 2 allèles O. L'allèle O n'ayant pas de conséquences sur la fabrication de molécules, une personne de groupe sanguin A peut donc avoir un allèle A et un allèle O. Le résultat sera la fabrication de molécules A. Et il sera quand même du groupe A. C'est le même raisonnement pour les personnes du groupe B. Quelqu'un qui a un allèle B et un allèle O aura, en définitive, uniquement des molécules B à la surface de ses globules rouges et sera donc quand même du groupe sanguin B. Notre individu numéro 1 est du groupe O. Il a donc obligatoirement 2 allèles O. L'individu numéro 2 est du groupe A. Donc, en l'absence d'autres informations, il est possible qu'il ait 2 allèles A, mais il est également envisageable qu'il ait un allèle A ainsi qu'un allèle O.
La cellule présentée en exemple au départ possède 3 paires de chromosomes, autrement dit 6 chromosomes. À la fin du processus, on voit qu'il y a désormais 4 cellules contenant chacune 3 chromosomes. Il ne s'agit donc pas de la mitose, qui est une division cellulaire qui permet de maintenir le même nombre de chromosomes du début à la fin. Le processus représenté ici est la méiose, qui permet la fabrication de cellules reproductrices, également appelées gamètes, contenant la moitié du programme génétique de départ. La méiose comporte 2 divisions. Les cellules finales contiennent un chromosome de chaque paire par rapport à la cellule de départ. La première étape pour y parvenir sera une division au cours de laquelle les chromosomes de chaque paire se séparent. Leur répartition se fait au hasard. Ainsi, pour la paire AB, A est ici représenté dans la cellule du haut, alors que le chromosome B est dans la cellule du bas. Cela aurait très bien pu être l'inverse. Il en est de même pour la répartition des autres chromosomes. Pour chaque paire, il y a toujours 2 possibilités de répartition. Une personne de phénotype groupe A prise au hasard peut avoir 2 génotypes différents. Elle peut avoir 2 allèles A ou un allèle A et un allèle O. Cependant, nous ne sommes pas ici dans le cas de quelqu'un pris au hasard. Nous avons devant nous un arbre généalogique. Il faut donc considérer la situation dans son ensemble. Nous savons que les personnes de groupe AB ont obligatoirement un allèle A et un allèle B. Or, cette famille a également eu un enfant de groupe B. Il a forcément reçu l'allèle B de sa mère, puisque c'est le seul des 2 parents à le posséder. S'il avait reçu un allèle A de son père, cet enfant ne serait pas du groupe B. Il aurait eu un allèle A et un allèle B, il serait du groupe AB, ce qui signifie que son père lui a forcément transmis un allèle O. Par ces déductions, nous pouvons donc conclure que le père de groupe A présente 2 allèles différents, un allèle A et un allèle O.